Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 20 octobre 2025 et notre cher frère Larry C. Johnson est avec nous depuis Moscou. Comment ça va, Larry? Tu es en train de percer le code. How's it going, Larry? You're breaking the code. Hey, what's with your shirt? Come on. Hé, qu'est-ce que c'est que cette chemise? Allez, voyons. Si je porte un costume et une cravate, tu dois en porter un aussi. Je suis content de voir que tu as l'air détendu et élégant. Juste un avertissement pour les téléspectateurs. Le professeur Morandi va arriver en chemise. Il va te faire un peu de concurrence. J'y ai veillé. I made sure of that. Great. Larry, Très bien. Larry, commençons. Je veux débuter par la situation au Moyen-Orient avec Israël. Les Israéliens ont attaqué Gaza. Plus de 120 bombes aériennes ont frappé. Et il semble que selon les médias israéliens, à la suite de la reprise de l'opération militaire israélienne à Gaza, les tribunaux ont reporté le témoignage de Netanyahou devant la cour. Cela aurait dû avoir lieu cette semaine, Larry. that should have been held this week, Larry. Ouais. And Et que se passe-t-il avec ces nouvelles attaques à Gaza, Larry? Larry. You mean the peace process is not working? Tu veux dire que le processus de paix ne fonctionne pas, que la solution vieille de 3000 ans au problème de Gaza n'a pas pris. Oh mon Dieu, heureusement que j'étais assis. J'aurais pu m'évanouir de surprise. Bon, assez de sarcasme. Tu sais, j'ai dit la semaine dernière que tout cela était une mascarade. Dès qu'ils auraient libéré les otages encore en vie, Israël allait recommencer. Eh bien, devine quoi? Israël a recommencé, cherchant la moindre excuse. Ils se plaignent « Oh, vous ne rendez pas tous les corps des morts. » Eh bien, c'est parce qu'ils sont ensevelis sous des tonnes de décombres créés par les sionistes qui ont bombardé Gaza sans relâche. Alors, ils ont bloqué l'entrée des approvisionnements. La famine va continuer et le reste du monde va rester les bras croisés sans rien faire. Et le génocide des Palestiniens va se poursuivre, malheureusement. And the genocide of the Palestinians will continue, unfortunately. Donald Trump, Il parlait du Hamas qui tue des civils et des habitants de Gaza. Il semble qu'il faisait référence à ces personnes qui, d'une certaine manière, combattaient pour Israël, ces groupes de type État islamique, ces gangs. Qui sont ces gens? Que savons-nous d'eux? What do we know about them? Well, what we know is that they too are some radical. Eh bien, ce que nous savons, c'est qu'eux aussi sont des extrémistes radicaux, mais qu'ils ont été récupérés, payés par Israël, de la même manière qu'Israël a coopéré avec l'État islamique en Syrie, avec Al-Julani, aujourd'hui connu sous le nom d'Al-Shara. Israël n'a jamais eu de normes strictes concernant ses relations avec les extrémistes islamistes. Ils traiteront avec eux s'ils peuvent offrir de l'argent. Et je suis sûr que ces gens ont été bien rémunérés et qu'on leur a promis « nous vous garderons en vie ». Et vous savez, le fait que le Hamas cherche à se venger. Les gens sont surpris, choqués par cela. Donc c'est simplement, vous savez, Israël cherchant un prétexte pour revenir et détruire les Palestiniens. Vous savez, Witkoff et Jared Kushner sont censés s'envoler pour travailler au désarmement du Hamas. Le Hamas ne va pas se désarmer. Ils ne sont pas suicidaires. Ils vont donc continuer à se battre aussi longtemps qu'ils le pourront. Et vous savez, Palestiniens et sionistes continueront à mourir. Both Palestinians and Zionists will continue to die. Have you watched As-tu vu l'interview de 60 minutes avec Steve Witkoff et Jared Kushner? Non, je n'ai pas fait. Il devrait apparaître. the tone, Larry, the overall tone of the interview? Le ton, Larry, le ton général de l'interview est tellement positif. On sent qu'il y a beaucoup d'espoir, beaucoup d'optimisme quant à l'avenir de l'accord qu'ils ont conclu. Ils l'ont fait. Ils pensent que cela va fonctionner. Il me semble, Larry, qu'avec les nouvelles attaques, tout le plan consiste à essayer d'atténuer la pression sur Netanyahou. Ils l'ont beaucoup aidé à ramener les prisonniers en Israël. Était-ce le cas? Ressens-tu la même chose? Ou vont-ils faire autre chose? Alors, y a-t-il une forme de levier ici, Larry? Parce qu'après ce plan de paix, beaucoup de gens affirment que Donald Trump exerce une certaine influence sur Netanyahou. Est-ce le cas?
on Netanyahu. Is that the case? No, no. He can Non, non. tell Netanyahu. Tu sais, il peut dire à Netanyahou, tout ce que tu as à faire, c'est dire à Netanyahou, pas une seule bombe. Ne largue aucune bombe nulle part à Gaza, ou nous couperons toute aide. Il ne va pas le faire. Il est acheté et payé. Ils sont complètement compromis par les sionistes. Donc tu sais, ils continueront. They will continue. And is there anything? Et est-ce que ces personnes, ces pays qui ont signé l'accord, peuvent faire quelque chose à ce sujet? Ou bien est-ce entièrement aux États-Unis d'agir séparément? Oh, you mean all those other countries that were sitting behind Trump? Oh, tu veux dire tous ces autres pays qui étaient assis derrière Trump à Sharm el-Sheikh? Comme je l'ai dit à l'époque, c'était comme être invité à un mariage, mais sans marier. Israël n'était pas présent, et les Palestiniens non plus, mais tous les autres invités étaient là. Désolé, quelqu'un me rapporte mon linge. Oui, c'était le téléphone. Bref, j'ai parlé aujourd'hui avec un journaliste ici en Russie, un jeune homme nommé Abbas. Il est en partie syrien, mais il est né en Russie. He's part Syrian, but he's born in Russia. And he conceded that. Et, vous savez, il a été admis que l'Inde, la Russie et la Chine, ensemble, pourraient exercer suffisamment de pression sur Israël pour l'obliger à mettre fin au génocide. Mais vous savez, pour leurs propres raisons politiques internes, ils ne le feront pas. Nous en sommes donc réduits au fait que les États-Unis pourraient y mettre fin en un instant. Absolument. Mais encore une fois, ils ne le feront pas. Ce génocide va donc continuer et Donald Trump passera à autre chose. Peut-être qu'il essaiera de vanter son plus grand plan de paix pour l'Ukraine et la Russie comme son prochain numéro de théâtre. Jared Kushner was asked by the interviewer. L'intervieweur a demandé à Jared Kushner comment il avait trouvé la situation à Gaza, puisqu'il y était allé avant de conclure l'accord entre les deux parties. Il a répondu que cela lui avait donné l'impression d'une bombe nucléaire, dévastant et détruisant tout. Rendu possible par qui? Ah oui, par les États-Unis, par Joe Biden et maintenant Donald Trump. Oui, dévastateur comme une bombe nucléaire, et nous en sommes les complices. Puis on lui a demandé si cela ressemblait à un génocide. Il a répondu « Non, non, pas du tout ». Et Steve Whitcomb est intervenu en disant « Absolument pas ». Qu'est-ce que c'est que ça, Larry? Ces Palestiniens adorent qu'on leur largue des bombes dessus. Franchement, ils adorent ne pas avoir de maison, vivent dans des tentes qui finissent incendiées. De quoi parles-tu? Honte à eux. C'est vraiment méprisable. Mais bon, qu'est-ce que tu veux attendre? Ce niveau de malhonnêteté. Quelques agents immobiliers avec du sang sur les mains. Ils sont complices maintenant et ils veulent faire croire que tout va pour le mieux au pays de Gaza. Qui protège-t-il, Larry? L'administration Trump? Est-ce Netanyahou? Est-ce Israël? Parce qu'après tout, si tu es pro-Israël, si tu veux soutenir Israël, tu sais bien que ce qui se passe avec ces attaques ne va pas aider Israël, ne va pas bénéficier à Israël sur le long terme. Écoute, Nima, il ne s'agit pas d'Israël, il s'agit du sionisme. Ce sont deux choses différentes. Israël, en tant qu'entité politique, pourrait en théorie exister à l'intérieur des frontières établies en 1948. Mais le sionisme affirme qu'il n'existe pas de telles frontières, que du fleuve à la mer, de l'Euphrate à la Méditerranée, voire jusqu'au Nil, tout cela appartient à la Judée et à la Samarie, comme promis dans la Torah. Et donc, il n'y a aucun compromis possible. Il n'y a aucun accord qu'ils accepteraient qui permettrait aux Palestiniens d'avoir accès à ce territoire. Nous avons déjà vu, au cours des dernières 48 heures,
ces colons sionistes attaquaient des Palestiniens qui essayent simplement de cueillir des olives sur leurs arbres, brûlant leurs voitures, tentant de les tuer. Alors vous savez, j'aimerais pouvoir dire qu'il y a une solution ici. La solution, c'est que les colons doivent être emprisonnés et expulsés de force. Et cela n'arrivera pas. Trump et son équipe sont déterminés à protéger le sionisme. C'est pourquoi Mike Huckabee est là. Il n'est pas juif, mais bon sang, c'est un sioniste. Parce que ça fait partie de ce délire du genre. Hey mec, il faut qu'on ait cette bataille d'Armageddon pour que Jésus revienne. Des trucs de fou. Crazy stuff. Tu sais ce qui est drôle? Dans leur théorie de l'Armageddon, il n'y a pas de place pour les Juifs. C'est vrai. Oui, tu vois. True. Yeah, you know. This is unbelievable. Dude, if you're looking C'est for incroyable. consistency, Mec, si tu cherches de la cohérence logique, ne consulte pas les Saintes Écritures, comme on les appelle, l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a deux versions différentes. Les Juifs préfèrent la leur, les chrétiens sionistes la leur, et les musulmans ont aussi leur version. Donc tu vois, chacun a sa propre recette pour la fin du monde. Qui revient, qui fait quoi à qui. Au lieu de simplement dire « Hey, si tu veux croire à tout ça, pas de problème, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement être gentils les uns avec les autres ici, sans attendre une expérience mystique dans l'au-delà pour nous dire qu'il faut se traiter avec amour et respect. Juste une idée. Just a thought. Larry, how do they feel in Russia about the situation in Larry, the Middle East? When you Quel est le talk sentiment en with Russie them, concernant la situation au Moyen-Orient? they feel that the new Quand attacks tu es are là-bas coming et to que tu Iran, parles avec will les they gens, attack Iran, pensent-ils or que de what nouvelles will attaques be vont the viser l'Iran? reaction Que to quelqu'un va Iran? attaquer l'Iran? As we know, Ou quelle serait la the réaction de l'Iran? situation between Iran and Parce que comme nous le Russia, savons, the la relation entre l'Iran et la Russie, partnership is leur partenariat, drastically s'améliore improving, considérablement. and we had Le the chef head du of Conseil de diplomacy sécurité iranien now s'est rendu en going to Russie Russia. We had et une the délégation Russian russe est allée en Iran aujourd'hui ou hier. Quelle est ta compréhension de cela? Quelle est ton impression de l'atmosphère en Russie? What's your perception of that atmosphere in Russia? They're not paying that much attention to it so far. What I've been able to do. Ils n'y prêtent pas encore beaucoup d'attention, d'après ce que j'ai pu constater. J'ai eu 6 conversations distinctes aujourd'hui avec différentes personnes, et une seule d'entre elles, un jeune homme nommé Avaz Juma, journaliste radio à la Pravda, en parlait vraiment. C'est à peu près le seul. La plupart des gens se concentrent davantage sur l'Ukraine et l'opération militaire spéciale. Ukraine and the special military operation. Yeah. They didn't talk about the Ils n'ont pas abordé les détails des discussions entre le chef du Conseil de sécurité iranien et la Russie. Rien de tel n'a été révélé. Nothing of that sort came out. I haven't been able to peruse the media here. Je n'ai pas encore eu le temps de consulter les médias ici, donc il est possible que quelque chose se soit passé. Je ne l'ai simplement pas encore vu. J'ai été pris par toutes ces différentes interviews. Mais le fait que les Iraniens soient là, en train de rencontrer des hauts responsables du Kremlin, dit tout ce qu'il faut savoir. L'Iran est désormais fermement aligné avec les Russes et les Chinois. Cela va amener à la fois Israël et les États-Unis à réfléchir à 2 fois avant de lancer de nouvelles attaques contre l'Iran. Je pense que ce qui se passe avec le soi-disant accord de paix de Trump à Gaza et en Palestine, entre Israéliens et Palestiniens, est un signe important auquel les Russes devraient prêter attention. Alors, que se passe-t-il? Que penses-tu qu'il adviendrait de tout accord avec les États-Unis, Larry? Well, they were excluded. Remember at Sharm el-Sheikh? Eh bien, ils ont été exclus. Souvenez-vous, Sharm el-Sheikh, pas de Russes, pas de Chinois, et pas de Mohammed Ben Salman non plus. Donc vous savez, tout cela c'était un spectacle de Donald Trump. Et en tant que tel, les Russes n'y sont pas impliqués. Ce n'est pas leur affaire, pas leur plan. Ils n'ont rien fait pour que cela se produise. Vous avez mentionné avant que nous soyons en direct que vous aviez parlé avec d'importants commandants militaires en Russie. Comment percevaient-ils la situation sur le champ de bataille?
they feel about the battlefield, Larry? Oh, very good. Très bien. J'ai rencontré 3 personnes différentes. L'une dirige un groupe de réflexion militaire. Il a servi dans l'armée russe. Ensuite, j'ai rencontré un général hier soir et un autre général aujourd'hui. Vous savez, j'ai parlé avec ce commandant Aloudinov. C'était lui le responsable de la région de Koursk, du combat là-bas. C'est lui qui a imaginé cette opération où ils se sont introduits dans une conduite de gaz assez grande pour y ramper sur 13 à 15 kilomètres, en sont sortis, puis ont attaqué et détruit les forces ukrainiennes à Sudzha. Donc, la guerre est clairement entrée dans une nouvelle phase. The war has clearly entered a new phase. The Russians are pressing attacks. Les Russes mènent des attaques tout le long de la ligne de contact, du nord au sud, de Kherson au nord jusqu'à Zaporizhia au sud. Les Ukrainiens se trouvent de plus en plus dans une situation désespérée, essayant de les contenir. Et vous savez, cela diffère de ce qui s'est passé il y a 2 ans. À l'époque, on voyait les forces russes concentrées dans une seule zone. Je crois que la première était Bakhmut, suivie la deuxième année par Avdiivka. Ou peut-être que j'inverse les deux. Mais vous savez, ils ne combattaient pas sur 2 ou 3 fronts à la fois. Maintenant, oui, ils ont encerclé Pokrovsk, Kramatorsk aussi. La Russie avance. Ils se battent dans le Dnipropetrovsk. Ils se battent à Zaporizhia. C'est donc significatif. So, it's significant. Larry, Russia. Larry, en Russie aujourd'hui, quelle est l'ambiance autour de la situation? La rencontre entre Donald Trump et Zelensky. Parce que tu sais, si l'on regarde les articles du Financial Times, ils parlent de Trump exerçant beaucoup de pression sur Zelensky. Je ne sais pas si cela a un lien avec la réalité. Après tout, quand on regarde la réunion, elle semblait tourner entièrement autour des missiles Tomahawk. Alors, qu'y a-t-il au-delà des missiles Tomahawk? So what's beyond the Tomahawk missiles? What is... L'un de mes rendez-vous, l'un de mes entretiens, était avec l'ancien Premier ministre d'Ukraine. Il a exercé ses fonctions de 2010 à 2014. Un homme remarquable. Et, vous savez, écoutez, quand Trump et Zelensky se rencontrent, oh, attendez une seconde, un instant. Quelqu'un est à la porte. Ne quittez pas. Okay. Okay. Yeah. Oui, Larry va revenir. Une seconde. Merci. Sorry about that. No problem. Chocolate. Désolé pour ça. Pas de problème. Du chocolat. Tu es tellement populaire. C'est un excellent hôtel où je séjourne en ce moment. J'étais dans un très bon avant le Métropole, mais celui-ci est meilleur. C'est différent. Le Métropole est un hôtel historique. Celui-ci est plutôt moderne. Il a une atmosphère différente. Ce n'est pas tant que l'un soit meilleur que l'autre. Ils sont tous deux spectaculaires à leur manière. Quoi qu'il en soit, j'ai demandé à plusieurs personnes, quelle concession Vladimir Poutine est-il prêt à faire? La réponse est aucune. Donc je veux dire, la demande fondamentale de Poutine est que Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Luhansk et la Crimée soient désormais des parties permanentes de la Russie, de la Fédération de Russie. Cela a été fait par plébiscite, même si les forces ukrainiennes occupent encore des parties de Donetsk, de Zaporizhia et de Kherson. Mais elles doivent partir. C'est un territoire russe. C'est la demande de Poutine. That is Russian territory. That's Putin's demand. And as they leave, the NATO also... Et lorsqu'ils partiront, l'OTAN devra également se retirer, rompre tous les liens avec l'Ukraine. C'est une autre exigence formulée par Poutine. Et il faudra organiser des élections. Vous savez, Poutine ne va pas arriver et dire « Oh d'accord, nous garderons nos troupes en place sur la ligne de contact, là où elles se trouvent, à Zaporizhia et à Kherson, et nous laisserons les Ukrainiens rester là où ils sont. Nous appellerons cela un cessez-le-feu. Cela n'arrivera pas, ceux qui y croient. Très bien, prouvez-moi le contraire.
Mais si Poutine faisait cela, alors Gil Doctorow aurait probablement raison de dire qu'il pourrait y avoir un soulèvement contre Poutine. Mais Poutine ne fera pas cela. Vous savez, ce général jusqu'au boutiste, Gourouliov a dit que la raison pour laquelle nous avons gagné la deuxième guerre de Tchétchénie contre les radicaux islamistes, c'est grâce à Vladimir Poutine. Was because of Vladimir Putin. Exactement. I mean, he was like, he didn't mince words. Je veux dire, il était, tu vois, du genre à ne pas mâcher ses mots. Ouais. Et tu sais, je dois parler de certaines choses qu'ils ont reconnues. Eh bien, l'armée russe a commis des erreurs. Ils ont fait certaines choses dont ils ont tiré des leçons. Ils ont aussi eu des problèmes de bureaucratie par le passé. Mais ce qui est vraiment différent cette fois, dans ce que fait la Russie, c'est le général Aludinov. Ce dont nous avons parlé hier soir, c'est qu'il a raconté une expérience où il est retourné au quartier général et leur a fait un compte-rendu. D'accord, voilà à quoi ça ressemble vraiment sur la ligne de front. Voilà ce dont nous avons besoin. Et à partir de ce genre de discussion, ils ont dit « Ah, d'accord, donc vous avez besoin de drones à fibre optique. » Et boum, en quelques semaines, ils produisaient des drones à fibre optique et les envoyaient sur le front. Avant, ils auraient pu être, vous savez, surtout aux États-Unis. Si vous essayiez de faire ça, cela se retrouverait bloqué dans les procédures de passation de marché. Ensuite, cette personne devrait donner son accord et le Congrès devrait approuver les fonds. Et vous savez, cela prendrait au moins des mois, voire probablement des années, avant qu'on voit la moindre action, alors que la Russie le fait en quelques semaines. Vous savez, c'est l'un des grands changements. Donc, ils ne s'attendent pas à grand-chose de la réunion à Bucarest. Enfin, à Budapest, en Hongrie. C'est à Trump de tirer la prise sur l'Ukraine, parce que la Russie ne s'arrêtera pas tant que l'Ukraine ne sera pas démilitarisée et dénazifiée. C'est leur position. Croyez-les. Ne pensez pas qu'ils disent cela simplement comme un point de négociation. Ce n'en est pas un. Où se situe le facteur européen dans toute cette équation? Ressentez-vous le même type de panique en Europe qu'auparavant, comme lors de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Helsinki, où le ton est-il d'une certaine manière différent? Oui, je ne l'ai pas suivi aujourd'hui ni au cours des dernières 24 heures. Mais j'imagine que la panique sera encore plus grande, car ils ont moins d'options. Vous savez, l'Europe profère beaucoup de menaces. Mais que vont-ils faire? Que peuvent-ils faire? Pas grand-chose. Leurs capacités sont assez limitées. Donc vous savez, je ne suis pas sûr qu'ils vont accomplir grand-chose. Mais laissez-moi le dire ainsi. Ce qui devrait se passer au sommet de la semaine prochaine, entre Trump et Poutine, c'est d'abord qu'ils disent « D'accord, nous allons convenir de veiller à ce que nos ambassades soient pleinement dotées d'un ambassadeur. » Parce que l'ambassade des États-Unis à Moscou n'a pas d'ambassadeur. Je suis près de l'ambassade américaine en ce moment. Les Russes veulent que leur propre ambassadeur soit approuvé à Washington. Puis ouvrir des vols directs entre la Russie, en particulier Saint-Pétersbourg, Moscou et Sochi, et les États-Unis. Revenir à une situation où l'on peut voyager, où les Américains peuvent s'y rendre. Ce à quoi je participe cette semaine est parrainé par le Club de l'Unité internationale. Ils veulent que je parle avec le plus grand nombre possible de Russes différents, sans aucune contrainte. Ils ne disent pas « Oh, vous ne pouvez parler que de ceci, vous ne pouvez parler que de cela. » D'ailleurs, demain, je rencontre aussi l'actuel chef du Parti communiste de la Fédération de Russie, Gennady Zyuganov, je crois qu'il s'appelle. Vous savez, il reste une figure politique d'opposition. Ah, attendez, je croyais qu'il n'y avait pas de parti politique d'opposition dans cet État autoritaire qu'est la Russie.
Je veux dire, cela le prouve bien. Et il continue d'affirmer que le socialisme et le communisme sont la meilleure voie à suivre pour la Russie. Mais il est d'accord avec la politique de Poutine, consistant à lutter contre l'Occident, car l'Occident est perçu comme une menace existentielle pour la Russie. Vous savez, j'ai dit que j'allais rencontrer, probablement d'ici la fin, plus de 30 dirigeants politiques, chefs d'entreprise et responsables militaires russes de premier plan. J'ai rencontré 3 généraux aujourd'hui et hier. J'ai également rencontré le chef, il y a en fait un chef du parti géorgien basé ici à Moscou, un type formidable. Il s'appelle Mamaluka Pipia et il possède ce qu'on décrit comme le meilleur restaurant. C'est un restaurant géorgien à Moscou. La nourriture est incroyable. Mais vous savez, il est aussi actif en politique en Géorgie. J'ai rencontré un homme nommé Alexander, qui était l'un des signataires de l'accord de Minsk pour le Donbass. Donc vous voyez, je ne me limite pas à un point de vue restreint. Je parle avec des gens ayant une variété d'opinions. Et vous savez, ils sont tous... Je crois que la seule chose que je peux dire en général, c'est qu'ils sont tous un peu perplexes face à la haine des États-Unis envers la Russie. C'est dommage, parce que nous avons beaucoup plus de points communs avec les Russes que de différences. En fait, j'ai rencontré un jeune homme, il a ton âge, tu es jeune, il a environ 44 ans. C'est un athlète de haut niveau, ceinture noire de judo, ainsi qu'un acteur. Il a été acteur, a joué dans quelques films, mais il est maintenant membre de la Douma. Et quel est son domaine? Son truc, c'est de militer pour interdire les cigarettes, surtout pour les enfants. Il est très porté sur la santé. Et tu sais, il y en avait un autre avec qui j'ai eu affaire, qui était contre ces mondialistes. C'est son cheval de bataille. Donc tu vois, les Russes sont comme partout ailleurs. Ils ont des opinions politiques différentes, des passions et des causes variées. Le type qui était expert en judo, tu vois, je lui ai demandé s'il avait eu une éducation religieuse. Il a dit non. Il a dit, mes parents sont communistes. Nous ne croyons pas en Dieu. Bon, d'accord. Mais il a ajouté qu'il l'avait quand même élevé avec un sens moral du bien et du mal. Et il vit selon cela. Ça se voit. Il a fait du travail avec les groupes de jeunes une priorité. Le dernier dont je t'ai parlé, Abbas, a créé une fondation caritative qui aide les anciens combattants blessés de l'opération militaire spéciale. Alors, vous savez, ils sont justes. Est-ce que c'est une dictature en Russie? Est-ce pour ça qu'il y a de la corruption? Ouais. C'est un endroit diversifié. Et tu sais, toute cette absurdité selon laquelle la Russie serait au bord de l'effondrement et que son économie serait dans les toilettes, c'est juste un mensonge. Un pur mensonge. Oh, la Russie aurait de longues files d'attente pour l'essence parce que l'Ukraine a détruit les raffineries. Oui, l'Ukraine a endommagé certaines raffineries, mais la Russie produit toujours de l'essence et du diesel. Et il n'y a pas de file d'attente pour l'essence, du moins ici à Moscou. Maintenant, je ne sais pas pour les autres régions du pays, mais au moins ici à Moscou, tout ce que tu vois, ce sont d'énormes embouteillages à cause de trop de fichues voitures dans les rues. Je peux te dire ça. Il semble que Donald Trump reçoive de fausses informations. Il parle de files d'attente en Russie et de gens qui attendent. Cela n'existe pas. Larry, ce sont des problèmes qu'il s'est créés lui-même. Je pense que Donald Trump les a lui-même provoqués. Il a donné une certaine marge de manœuvre aux Européens en poussant à augmenter le budget de défense de l'OTAN de 2% à 5%. C'est l'une des raisons pour lesquelles il semble que les Européens aient une certaine influence sur Donald Trump. L'autre raison, c'est l'accord qu'ils ont pour acheter des armes et les envoyer en Ukraine. D'un autre côté, qu'est-ce que la Russie a proposé? Nous avons entendu parler de ce nouveau tunnel entre les États-Unis et la Russie. Il est question d'une ligne de chemin de fer.
Du côté russe, nous avons vu des tweets sur X et de nouvelles publications. De quoi s'agit-il? La Russie s'y intéresse-t-elle vraiment? What is that? Is that Russia that much interested in? Well, all of those at this point are still blue sky. Eh bien, tout cela, à ce stade, reste des idées en l'air. Je veux dire, vous savez, l'OTAN a promis « Oh oui, nous allons dépenser 5%. » Ont-ils réellement alloué l'argent, voté les crédits? À ma connaissance, non. Combien d'armes concrètes ont-ils achetées? Aucune, à ma connaissance. Donc vous voyez, c'est un peu comme cette promesse du vieux personnage de dessin animé Wimpy dans les cartoons de Popeye, que vous ne connaissez peut-être pas, mais Wimpy disait toujours « Hey, je te paierai volontiers mardi pour un hamburger aujourd'hui. » Autrement dit, donne-moi ce que je veux maintenant, et je m'occuperai de toi plus tard. Et invariablement, il ne payait jamais. L'Europe fait donc des promesses que je ne pense pas qu'elle puisse tenir, parce que ses économies ne vont pas bien. Elles croissent à peine, si elles croissent du tout, à 1% ou moins. Les grandes économies, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, pourraient très bien être en récession. Eh bien, dans ces conditions, ils ne vont pas sortir 5%, payer des milliards de dollars aux États-Unis et à l'OTAN. Pay billions of dollars to the United States and to NATO. You've mentioned the meeting that would have. Vous avez mentionné la réunion censée avoir lieu entre Donald Trump et Poutine à Budapest, en Hongrie. Is the Trump L'administration Trump cherche-t-elle toujours à obtenir une pause dans le conflit, une sorte de cessez-le-feu, plutôt que de tenter de trouver une solution substantielle et durable? A permanent solution for the conflict? Yeah, I'm sure he's going to ask. And Putin will say politely Non, no. je suis sûr qu'il va demander, et Poutine dira poliment non. Et ensuite, vous savez, j'espère qu'ils passeront à d'autres sujets concernant la réparation des relations diplomatiques entre les États-Unis et la Russie. Nous sommes bien mieux lotis en dialoguant. Vous savez, la seule chose que le général Abdialoudinov a dit hier soir, c'était sincère, c'était du fond du cœur, parce qu'il était honnête. Il parlait de son expérience, de celle de sa famille, pendant la guerre civile tchétchène, où des dizaines de milliers de personnes ont été tuées, et du nombre de membres de sa famille qu'il a perdus, tués par des extrémistes. Et il a dit, « J'en ai assez des tueries. Il faut que cela cesse. Nous ne pouvons pas continuer à nous infliger cela. » Donc il n'est pas là à nourrir des sentiments de vengeance envers les Ukrainiens. Il aimerait que tout cela se termine. Et vous savez, Distmos Poronagro. I think that is, speaks volumes right there. Because here's a guy, bona fide warrior. Parce qu'ici, on a un type, un véritable guerrier, en pleine bataille, accomplissant des choses incroyables. Et il dit, « Hey, cherchons la paix. » Vous voyez, c'est ce qu'ils veulent. L'un des gars à qui j'ai parlé aujourd'hui, celui qui est à fond sur la santé, m'a dit, regarde, parce qu'il mène aussi des campagnes anti-drogue. Regarde les problèmes que tu as quand ton pays est dirigé par quelqu'un dont on sait qu'il consomme de la cocaïne. Ce n'est pas normal. Donc, tu as des gens qui ont la tête sur les épaules. Ils savent quelles sont leurs valeurs, et c'est ce qu'ils défendent et promeuvent. Et je pense, franchement, que ce sont de très bonnes valeurs pour les familles. Ils veulent vivre une vie normale. Ils ne veulent pas être esclaves de la drogue, de l'alcool, etc. Je me souviens que pendant la mutinerie de Prigojine, nous avons entendu parler de cette brigade. C'est une brigade en Tchétchénie. Ahmad, il l'appelle Ahmad, quelque chose comme ça. Oui, c'est l'Akhmat. C'est ce qu'Apti commande, le bataillon Akhmat. Sont-ils impliqués dans la guerre ou ne le sont-ils pas vraiment? Oui. Non, ils sont impliqués. Ils sont toujours actifs. Mais ils font aussi des rotations de troupes. Donc après une période au front, ils sont envoyés à l'arrière, où ils ont le temps de se rééquiper, de se reposer, puis de se réarmer. Ces Ukrainiens dont vous avez parlé, ceux avec qui vous avez discuté, ont-ils quitté l'Ukraine après le coup d'État de 2014 ou après le déclenchement de la guerre?
broke out. Oh, the one prime minister left after the coup in Maidan. Le seul Premier ministre resté après le coup d'État sur la place Maïdan. Il était en fait né en Russie, mais il est devenu Premier ministre en Ukraine. J'essayais de me rappeler son nom de mémoire. Tu sais, j'ai entendu tellement de noms différents aujourd'hui. Voyons, attends un peu, je vais te le dire en un instant. Je crois que c'était Azarov. Oui, Nikolai Yanovitch Azarov. Il a été Premier ministre de l'Ukraine de 2010 à 2014. Il a été député du peuple d'Ukraine lors de plusieurs législatures, détient un doctorat en sciences géologiques et météorologiques, un peu comme toi, non? Et est professeur. Il vit en Russie depuis 2014 et est coprésident du Club de l'Unité internationale qui parraine mon voyage ici. So that's sponsoring my trip over here. How do they feel about Ukraine? Que pense-t-il de l'Ukraine et de ses habitants? Do they see Considère-t-il que les Ukrainiens sont radicalisés par Zelensky et son administration? Ou voit-il une forme d'espoir au sein de la société ukrainienne qui pourrait mener à une compréhension mutuelle entre Russes et Ukrainiens? this sort of mutual understanding between Russians and Ukrainians? Well, as he pointed out in our conversation, he said, Eh bien, comme il l'a souligné lors de notre conversation, il a dit, « Vous savez, en 2010, la population de l'Ukraine était de 57 millions. Il a ajouté qu'aujourd'hui, la population est de 20 millions. Vous avez perdu plus de la moitié de la population. » Et je lui ai répondu que j'avais des preuves anecdotiques pour appuyer son affirmation. Mon dentiste, là où je vis en Floride, vient d'Ukraine. Il est parti il y a 4 ou 5 ans. J'ai fait réparer mon réfrigérateur l'autre jour. Le type était ukrainien. Donc oui, beaucoup d'Ukrainiens s'en vont parce qu'ils ne veulent pas aller sur la ligne de front et être transformés en chair à canon. Donc oui, l'Ukraine n'a pas vraiment d'avenir en ce moment. J'ai aussi posé des questions sur toutes les richesses minérales. Vous savez, vous vous souvenez du grand tapage autour de l'accord sur les terres rares que Donald Trump essayait de conclure? Eh bien, cela s'est révélé être un coup d'épée dans l'eau. En réalité, une grande partie des zones contenant ces ressources sont désormais sous contrôle russe. Donc l'Ukraine n'a même plus accès aux grandes richesses minérales qu'elle possédait autrefois. Larry, avant de conclure, ma compréhension de Vladimir Poutine, de la Russie, vous avez mentionné. Vladimir Putin of Russia. You've mentioned how, he came in Comment il est arrivé avec la guerre en Tchétchénie? and he little C'est littéralement lui qui a tout fait pour y mettre fin. Il a réussi à se débarrasser du conflit. Et regardez la Tchétchénie aujourd'hui, une alliée. C'est quelque chose, c'est tellement important. Même à l'époque des protestations et des mutineries, ils étaient prêts à, vous savez, se retourner contre lui et à détruire, vous savez. against Prigozhin and to destroy, Oh his yeah, in fact, General Aludinov. En fait, le général Aludinov et moi en avons parlé hier soir. C'était d'ailleurs un dîner assez intéressant, car, assis à notre table, se trouvait l'acteur Steven Seagal. Il était là, et nous avons commencé à discuter. Il a mentionné qu'ils allaient arrêter Prigozhin à tout prix. Il n'est jamais arrivé à Moscou. Mais c'était une autre tentative ratée de l'Occident pour essayer de subvertir la Russie. That was another failed attempt by the West to try to subvert Russia. Yeah. The point I'm trying to make, Larry, that Le point que j'essaie de faire valoir, Larry, c'est que la Russie d'alors, dans le sillage de Helsinki, et la Russie d'aujourd'hui, c'est une transformation incroyable. Et l'architecte de cette transformation, c'est Vladimir Poutine. Well, Putin's part of it. It's like I mentioned. Eh bien, Poutine en fait partie. Comme je l'ai mentionné, ce type Mamuka Pipia, c'est l'un des principaux promoteurs immobiliers de Moscou. Un gars formidable, vraiment généreux et accueillant. J'ai reçu un livre dédicacé du général Aludinov qui montre des photos de Grozny avant et après. Grozny ressemblait un peu à la bande de Gaza autrefois. Juste des carcasses d'immeubles bombardés. Aujourd'hui, c'est considéré comme l'une des plus belles villes de Russie. Elle a été reconstruite. C'est spectaculaire.
Donc vous voyez, ils ne vivent pas dans le passé à se plaindre. Ils regardent vers l'avenir et construisent. C'est quelque chose de fascinant chez les Russes. That's a fascinating thing about the Russians here. La question est, dans le cas de Poutine, beaucoup de gens mentionnent que s'il ne décide pas, vous savez, s'il essaie, d'une manière ou d'une autre, de trouver un compromis avec Donald Trump et avec ce que Trump essaie d'obtenir d'un accord entre les deux pays. Moi aussi. Il me semble qu'il a créé une situation dans laquelle nous sommes des observateurs extérieurs. Nous regardons la Russie et nous disons, pourquoi ne fait-il pas ceci? Pourquoi ne fait-il pas cela? Beaucoup de gens, en dehors de la Russie, ne comprennent pas ce qu'était la Russie à cette époque, tu sais, dans le sillage de l'ère Eltsine, comparé à la Russie d'aujourd'hui. Mais Poutine, lui, sait ce qui s'est passé en Russie. C'est pourquoi il est si prudent à ce sujet. Il ne veut pas nuire à la Russie, il veut simplement faire ce qu'il fait. Ce que beaucoup en Occident ne comprennent pas, c'est qu'avec l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, l'économie russe s'est effondrée. Elle a implosé. La pauvreté s'est répandue. Les gens avaient faim. Il y avait de la famine, des suicides. Les gens ont dû se tourner vers leurs potagers familiaux pour essayer de se nourrir. Cette perte, cette souffrance, a laissé une cicatrice. Les gens ne voulaient plus jamais revivre cela, ni rien de semblable. Et ce que Poutine a fait en tant que président, à partir d'août 1999, c'est de veiller à ce que la Russie se reconstruise. C'est pourquoi il est si populaire, parce qu'il a tenu sa promesse. Il n'est pas allé se construire un immense manoir pour y vivre, à fumer des cigares avec des billets de $100 ou quoi que ce soit du genre. Il s'est réellement engagé à mener une vie assez modeste. Mais il a fait reconstruire les villes, pas seulement Moscou. It's a domaine. Et Atterworthy Spirit. Les gens l'aiment pour cela. They love him for it. Oui, merci beaucoup Larry d'être avec nous aujourd'hui. Hey, my pleasure. Avec plaisir. C'est toujours un grand plaisir. Et oui, je ne porte toujours pas ma chemise traditionnelle, alors tu vas devoir continuer à me taquiner à ce sujet. Grand plaisir, Larry. Amuse-toi bien. Très bien, mon ami. Prends soin de toi. Au revoir. Au revoir.